y a des points de son livre dont on pourrait discuter. Moi, j'aime moyennement sa vision de la Seconde Guerre, j'aime moyennement sa vision de la guerre d'Algérie. Mais ça, c'est du désaccord. Pour un livre, comme le disait Éric Branca l'avait dit, pour un livre qui, fondamentalement, est un livre merveilleux. On attendait ça depuis longtemps. Et il l'a fait. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder ce deuxième grand entretien du mois de décembre 2014, donc le dernier de l'année. Je vais vous laisser pour commencer parler de l'actualité du Cercle Aristote et des éditions Perspectives Libres. Alors, nous, on est toujours, disons là, dans la période de sortie du numéro 12 de Perspectives Libres sur l'homme sans lien. Et nous préparons le programme donc 2015. Alors le programme 2015, il y aura donc une revue, donc le numéro 13 qui va sortir sur la question de l'État, qui sortira mi-février, début mars, qui s'annonce déjà assez bien rempli. Et pour les éditions Perspectives Libres, nous allons sortir 2 ouvrages d'analyse économique. Donc un de Philippe Jumel et Morad Alatab et un autre de notre ami Norman Palma. Nous allons sortir un ouvrage de philosophie politique sur la question de la démocratie par un jeune philosophe qui est un mec très brillant et qui est un mec particulier parce qu'il est issu de la méritocratie républicaine. Que, à la base, il a fait des études de mécanique et termine dans la philosophie. Intéressant. Il s'appelle Eric Gagen et il fait un ouvrage sur la démocratie à sortir chez nous. Et on va sortir un ouvrage sur la Crimée. Et ça va et un ouvrage sur le Liban. Ça, c'est la première partie de l'année. Et on devrait sortir pour les élections américaines, donc qui ont lieu fin 2015. Nous devrions sortir des œuvres de mon ami, le philosophe américain Paul Gottfried, et le géopolitologue américain William Engel. Donc ça nous fait une grosse année. Le Cercle Aristote, lui, rentre le 12 janvier avec un très grand historien et penseur politique qui est journaliste à Valeurs Actuelles, qui est Éric Branca, donc qui vient sur l'histoire des idées politiques. On va beaucoup parler de la question de souveraineté, du gaullisme et de beaucoup d'autres choses comme ça. Donc le 12 janvier. On recevra ensuite Arnaud Tessier, un brillant historien qui a fait des ouvrages sur Lyotet, sur Péguy. Là, il viendra nous parler de son dada, vu que c'est son 3e ouvrage sur le grand homme en rouge, un très grand français, le cardinal de Richelieu, et donc sur le pouvoir et spiritualité. Je crois qu'on devrait parler un peu de ça aussi là, tout à l'heure. Et enfin, nous aurons le 26 janvier un débat sur l'OTAN avec le colonel Olivier Kempf et le général Michel Frère, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que l'Alliance Atlantique est réformable? Est-ce qu'on ne doit pas souhaiter sa dissolution? À titre personnel, c'est ma thèse. Et en tout cas, est-ce que la France ne doit pas, ce qu'elle avait déjà fait, est-ce qu'elle ne doit pas, disons, s'en ressortir, vu ce que l'Alliance est en train de devenir? On peut même se dire que le fait d'y re-rentrer ne sera pas à mettre au crédit du président Sarkozy. Donc voilà, c'est une année et avec quelques autres surprises que nous détaillerons, à mon avis, dans les entretiens à venir. Donc une année, ça va être une année un peu prenante. Voilà. On avait parlé de la polémique Zemmour lors de notre précédent entretien. On va y revenir puisque, comme vous le savez, il a été renvoyé d'ITélé. Les journalistes d'RTL se sont désolidarisés de lui. Il y a eu un tollé médiatique et politique. Il y a même le ministre de l'Intérieur qui a appelé à manifester contre lui. Le Premier ministre, notre cher Manuel Valls, qui a dit qu'il déconseillait aux gens de lire ce livre.
Donc comment analyser le contraste entre ce tollé médiatico-politique et en parallèle le gros succès qu'il rencontre auprès du public, que ce soit lors de conférences où il est acclamé quasiment comme un héros, ou lorsqu'on regarde les ventes de ses livres? Alors, déjà, je pense que la République française a bien fait de donner un grade professionnel à l'ancienne fonction qui, dans les cités grecques, était celle du sycophante, c'est-à-dire du délateur. Et c'est très bien que en France, maintenant, on ait un grade rémunéré, avec d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, un régime fiscal avantageux, qui est le régime fiscal de la presse. Donc c'est très très bien qu'on ait trouvé pour ces gens-là un métier, je trouve ça très bien, ça leur évite de devoir attendre pour les longues soirées d'hiver, d'attendre la fin de la journée pour rentrer chez eux et appeler la commandanture, c'est bien, ils peuvent l'appeler depuis le bureau. Je trouve ça très bien, déjà. Ensuite, que ces gens-là, là on est allé, c'est ce qu'on appellerait une élimination commandée politiquement. Parce que, connaissant un petit peu les couloirs de la 17e chambre correctionnelle, pour y avoir, entre autres, accompagné Éric Zemmour en quelques années, et pour avoir été proche de gens pendant qu'ils ont été lynchés par la presse, je peux dire que là, on a franchi encore une étape avec la deuxième affaire Zemmour. C'est-à-dire qu'avant, on prenait des titres d'ouvrages, cas typique Richard Millet. Personne n'a ouvert son éloge littéraire d'Anders Breivik. Personne ne l'a ouvert. Ça disait une chose simple, qui est, à force de déraciner des gens, vous aurez la violence. Et des Breivik, qui n'est rien de plus qu'un déraciné dans son pays, et qui retourne toute cette haine et toute cette violence contre des civils, faisant un acte monstrueux certes, mais le fait que ce soit monstrueux nous commande d'essayer non pas de l'excuser, non pas de le comprendre, mais d'essayer de savoir quelles sont les conditions psychologiques et quelles sont les conditions sociétales d'apparition de ce type de tueur, pour mettre en place des dispositifs politiques de surveillance et de réaction, pour éviter de nouveaux massacres. Et que dit Millet ? Il dit dans un français, certes, tellement bien écrit que je comprends que ça a échappé aux journalistes, je le comprends. La prochaine fois, il faudra textoter les ouvrages, je pense que ça va. Il y a quelque chose, il y a une idée à creuser, je pense. Et il dit, si vous continuez à déraciner des Breivik, vous en aurez des milliers. Et malheureusement, c'est vrai. C'est horrible, mais c'est vrai. Avant, on était dans « j'ai pas compris le titre ». Je mésinterprète la phrase. Cas typique, ce qu'on avait fait à Pascal Sevran, qui d'ailleurs lui a coûté la vie. Lui a coûté la vie, il s'est laissé mourir, cet homme-là. Paul-Marie Couteau, qui était un de ses proches, l'avait dit, et il a eu raison de le dire. Mésinterpréter des intentions. Cas typique, le premier lynchage de l'ère de la vigilance qui était contre Pierre-André Taguieff. Maintenant, avec Zemmour, c'est encore mieux. C'est même pas sur des phrases qu'on n'a pas compris, c'est sur des phrases qui n'ont pas été prononcées. Et on le vire. Et on le vire pour ça. On le vire pour ça. J'aimerais bien voir la tête d'un avocat au prud'homme au cas où ce soit un contrat de droit commun. Là, je pense que c'est juste une collaboration. Certainement. Là, je ne suis pas versé dans le... J'ai fait très peu de droit de la presse quand j'ai fait des études juridiques, donc je ne pourrais pas du tout statuer là-dessus. Mais on serait dans un contrat normal de droit du travail classique. Ça s'appelle un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et là, c'est banco. C'est peut-être pour ça qu'RTL ne le vire pas aussi. À mon avis, c'est pour une raison qui est assez simple. La grille du matin de RTL, pour avoir un peu travaillé dessus, elle est très simple. 6 heures, montée douce, ce qui est normal, les gens sont généralement dans les transports, donc c'est ma radio, montée douce. Montée douce avec des pics,
pic à Zemmour, puis ensuite effondrement, calvie, et alors apathie. S'ils doivent virer quelqu'un, là, genre, sincèrement, en termes parce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle le mauvais syndrome Fernandel. Vous avez des gens qu'on ne peut pas décrocher de ce qu'ils disent parce qu'ils ont l'accent du Midi, ce qui était le cas de Fernandel. C'était le cas de Pasqua, même si Pasqua n'a jamais eu réellement l'accent du Midi. Il a toujours joué. Mais il y a le contre-accent du Midi. Apathie. Quelqu'un que personne peut écouter, peu importe ce qu'il dit. D'ailleurs, vu le fond de ce qu'il dit, c'est compréhensible. Mais vu que le fond est pire que la forme, mais même la forme. Donc si vous voulez, la radio, c'est une affaire de voix, nécessairement. Là, c'est une la palissade. Donc si vous voulez, je pense qu'RTL, et ça remonte vers les 8h30 avec Gérard. Oui. Je pense que RTL a raison de parier sur Zemmour, et ils sont pas aussi stupides que ça. Parce que, bon, sinon, ils vont perdre la tronche info du matin, c'est pas grave. On va voir jusqu'où ils peuvent perdre de l'argent. On va voir jusqu'où. Parce que on va entrer dans des plans d'austérité de plus en plus durs, a dit notre sémillant catalan olé olé Valls. Or, à un moment ou à un autre, dans les plans d'austérité, il y a un budget en termes de recettes fiscales non perçues et d'engagement public qu'il va falloir ouvrir. C'est le budget des aides d'État à la presse. Je vous renvoie un très bel ouvrage de Benjamin Dormand, il y a quelques années, aux éditions Jean Picolec là-dessus, qui est un ouvrage violent, très très bien sourcé. Donc, je comprends qu'il fasse le choix de Zemmour, vu que les gens vont vers Éric. Les gens vont vers lui. Les gens vont vers lui parce qu'ils se sentent représentés pour la première fois, à mon avis, depuis la mort de Philippe Séguin. Ils se sentent représentés. Vous me direz, il y a d'autres personnalités que les médias n'aiment pas et qui représentent aussi de plus en plus les Français. J'en pense à une en particulier. Mais Éric, lui, il a l'avantage de ne pas être un politique. Donc il est transpartisan, nécessairement. Vous avez des gens de gauche. Moi, j'ai tenu avec mon camarade Charles Asselangul. On voyait les gens qui venaient au procès Zemmour. C'était pas la droite, comme il y a certains abrutis qui prennent le fait de droite pour un fait identitaire. Eux d'ailleurs, ils n'étaient pas là, parce que Zemmour, ils le détestent. Ils le détestent parce qu'il est populaire et qu'ils ne le sont pas, parce qu'il est critique de l'idéologie libérale libertaire, et parce que eux, fondamentalement, sont des 68ards de l'autre bord. Et qui prennent en réalité les codes de la grande bourgeoisie décadente comme une identité politique. C'est tout. On a vu d'ailleurs qu'ils essayent à tout prix de lui coller une étiquette lors de l'interview réalisée par Audrey Crespo, Madame Ardisson. Alors, on a eu droit à Jean-Marie Le Pen, Alain Soral, le FN et Alain Soral, on essaye à tout prix de lui coller une étiquette parce qu'il n'en a pas. Non, mais si vous voulez, en plus, si vous voulez que Éric Zemmour fréquente des tas de gens. Il fréquente des tas de gens, ça se voit par son acuité. L'acuité qu'il a, même sur des sujets qui ne sont pas sa formation première, fait qu'il a une très grande liberté de source. Donc, il doit... Moi, je ne suis pas du tout un intime, je n'ai jamais dit que j'étais intime avec lui, je ne le suis pas, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui, pour moi, fait du bien à des millions de Français, et donc c'est quelqu'un qui doit être protégé, s'il en a besoin. Parce qu'il est hors de question qu'il soit seul face à la meute. Parce qu'ils ont trouvé personne pour aller lui rentrer dedans. Moi, ça aurait été marrant, hein. Un débat, 1h30, en face à face avec quelqu'un. Face à qui? Personne n'est venu. Il y a Mélenchon sur RTL. Ouais, on a vu comment il s'en est tiré, Mélenchon. Il s'en est tiré en inventant une phrase. En plus, Mélenchon, qui parle très bien espagnol, il parle pas un mot d'italien, il le reconnaît lui-même. Mais il parle très bien espagnol. Je sais, pour l'avoir entendu parler espagnol. Dans un cadre professionnel. Il parle un très bel espagnol. Mais par contre, il a inventé cette phrase-là. Vous vous rendez compte?
du niveau. On rappelle la phrase, c'est le mot déportation qui a été ajouté... Qui a été ajouté par le journaliste. Qui ne l'a même pas prononcé. Qui ne l'a pas prononcé pendant l'interview. Éric Zemmour ne l'a pas prononcé, le journaliste n'a pas prononcé. Donc il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. La seule chose, c'est que moi, si mes sources sont exactes, et je pense qu'elles correspondent à celles d'autres de mes amis et collègues, on en a un peu parlé entre nous, il y a eu une intervention politique majeure dans ce dossier pour obtenir le renvoi d'Éric Zemmour. J'attends que cette information soit confirmée, mais si c'est le cas, elle ne grandit pas les services du chef de l'État. Elles ne le grandissent pas si cette information est vérifiée. Mais plusieurs journalistes en ont reçu en même temps. Donc j'espère pour François Hollande que ce n'est pas vrai. Mais de toute façon, il ne baissera pas plus dans mon estime, vous me direz. Là, devant le succès grandissant que rencontre son livre et ses conférences à travers toute la France, où à chaque fois il réserve 500 places et on a le double debout et encore le double dehors, quoi. Est-ce qu'on peut penser qu'on passe du suicide français au réveil français, en quelque sorte? Alors, si vous voulez, je sais que c'est un dossier qui fait pleurer, qui fait à la fois pleurer, s'émouvoir beaucoup de gens. C'est-à-dire, est-ce que les Français sont réveillés ou est-ce que c'est encore une masse, etc. Moi, si vous voulez, je me permettrai pas. On ne juge pas la psychologie politique d'un pays de 68 millions d'habitants. Je pense que les Français, par la dureté de plus en plus flagrante de leur quotidien, s'ils ne se posent pas des questions, au moins savent qu'il y a certaines personnes à ne plus écouter. Il y a un certain bon sens latent. On peut qualifier ça d'instinct de survie. Les gens veulent vivre, et surtout, vous savez, il y a quelque chose qui renforce ça, et ça je le vois à titre personnel, je pense que vous aussi, c'est la paternité. Les gens ont des enfants. Les gens pensent à leurs enfants. Ça pourra les rendre méchants. Et d'ailleurs, si les gens ne sont pas aussi réveillés que ça, pourquoi tant de journalistes demandent une protection policière? Contre qui? Et si les gens dans la rue sont tous endormis et regardent tous Henrique Caron en souriant, pourquoi Henrique Caron a besoin de 4 flics? Parce que c'est en moyenne 4 policiers, au moins. Protection policière à temps plein. Pourquoi? Alors certes, il y a l'aspect la force publique vient à moi, petit marquis poudré d'Ancien Régime. Fort bien. Mais ils le font pas pour ça. Ils le font parce que là, pour le coup, et les manifs pour tous ont joué un grand rôle là-dedans. La peur change de camp. Et le pire, c'est que personne ne... C'est ça qui est atterrant. Ils ont un grand rôle avec les comités d'accueil. Pas uniquement. Par le nombre. Par la vision du nombre. C'est-à-dire que là, ils ont vu qu'il y avait des gens en face. C'est peut-être l'un des seuls points très positifs des manifs pour tous. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent pas compte, c'est que c'est même pas eux à titre personnel. Les Français, juste, ils ont un désespoir économique. Ils voient leurs liens sociaux, historiques se délier, les familles imploser, l'éducation nationale s'effondrer, et en plus, dès qu'ils essayent d'avoir l'activité, sinon récréative, du moins passive, qu'est la télévision ou la radio, nous sommes d'accord que c'est une activité passive, contrairement à la lecture. Sur n'importe quelle chaîne ou sur n'importe quelle station, ils entendent le même type d'abrutis, ils les insulter. Et ça, pendant les années 90, les Français, ils se mettaient la tête dans le sable, ils disaient on l'a peut-être mérité, etc. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si les gens ne se posent pas de questions, au moins ils se disent, ils ont le réflexe premier de la survie, qui n'est pas de se dire comment je vais m'en sortir, mais ce qui est de dire tous pourris. On dit que c'est pas beau, peut-être, mais des gens mais si vous voulez, des gens au milieu d'un naufrage qui essayent d'attraper la première bouée, ça aussi c'est pas esthétique. Mais ils le font quand même.
La survie, ça va pas être beau. Et aujourd'hui, les gens veulent survivre. Et à un moment, il faudra aussi qu'une part de la classe dominante, ça se voit, et je renvoie nos internautes à l'œuvre d'Alexandre Dorna sur le populisme. Le populisme vient quand une population veut reprendre une cohérence dans son récit collectif. C'est-à-dire regarde une partie de son élite en disant en fait t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? Et l'acte de trop, c'est toujours l'élite qui le fait. Et là l'élite actuelle accumule des actes de trop. Si elle cherchait la violence, elle ferait pas mieux d'ailleurs. Mais Éric Zemmour a l'onction populaire et il va la garder longtemps, croyez-moi. On a vu certaines personnes lui reprocher de faire un constat, mais de ne pas apporter de solution. Est-ce que vous lui faites également ce reproche? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, premièrement, comme disait, je crois que c'est Lamartine, disait ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder dans les yeux. Or, Zemmour regarde le réel. Très peu de... Il n'y a pas autant de gens que ça qui l'ont fait. Et il essaye de le regarder sur une période relativement longue, 40 ans presque. Même si, 40. Et depuis la mort du général. Donc, ce n'est pas un livre programme. Pourquoi? Parce que Zemmour reste dans ce qu'il est. Il ne veut pas être un prescripteur parce qu'il a du respect pour ce qu'est l'action politique. Il ne veut pas avoir ce double rôle de commentateur et de prescripteur. C'est trop facile de prescrire des choses qu'on ne va pas faire soi-même. Et ce faisant, il ne serait pas l'intellectuel faisant du journalisme qu'il est. Il serait un petit journaleux qui donne ses prescriptions aux politiques parce qu'il le méprise. Ça, c'est du Laurent Geoffrin, ça, c'est du... Voilà, c'est juste à ras du trottoir. Je trouve que... Moi, ça m'a mis très mal à l'aise, la plupart des reproches qui lui ont été faits, parce que... Moi, si vous voulez, je juge le travail. Et je supporte pas que des gens se permettent de juger quelqu'un depuis un pseudonyme internet. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, et que moi, tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit avec mon nom et avec ma gueule. Et Éric Zemmour aussi. Toute proportion gardée, évidemment. Et si vous voulez, moi, je trouve ça honteux. Il y a des points de son livre dont on pourrait discuter. Moi, j'aime moyennement sa vision de la Seconde Guerre, j'aime moyennement sa vision de la guerre d'Algérie. Mais ça, c'est du désaccord. Pour un livre, comme le disait Éric Branca l'avait dit, pour un livre qui, fondamentalement, est un livre merveilleux. On attendait ça depuis longtemps. Et il l'a fait. Et c'est 540 pages à écrire. Et oh, il y a quand même un sacré boulot derrière. Donc, on en vient de ton dessous. reprocher de ne pas l'avoir écrit lui-même. Ah oui, il y en a qui... Pardonnez-moi, j'ai même pas vu ça. J'ai même pas vu ça. Ça doit venir de tellement bas que j'ai pas pris la peine de me baisser. C'est quel type de réseau qu'il y avait ça? Enfin, peu importe, vous me direz. Peu importe. Si vous voulez... peu importe. Si vous voulez, il a fait un travail sans équivalent parce que ce que beaucoup on a fait thématiquement, que moi j'ai fait sur la dette, que des gens que j'ai aimé et respecté comme quelqu'un qui nous manquera beaucoup dans les combats qui vont venir, qui est celui qui avait écrit Voyage au centre du malaise français, qui était un sociologue, un mec extraordinaire, qui avait aussi écrit sur Céline et sur le sport également. Pardonnez-moi, je l'avais connu peu de temps avant qu'il nous quitte. Paul Lyonnais. Paul Lyonnais l'avait fait sur l'antiracisme. Et ça surtout, c'est un truc qui est, voilà, une analyse est la propriété de quelqu'un, donc si vous la reprenez, vous l'avez pas faite vous-même. Le problème, c'est l'échange intellectuel, c'est ça. Hein. C'est de prendre des analyses de camarades, de les mettre dans les siennes. Hein. Moi, c'est pour ça que je cite autant de gens. Parce que je suis un endetté vis-à-vis de ces gens-là.
Et Zemmour cite des gens parce qu'il leur a emprunté des parts de réflexion qu'il a mis dans une réflexion globale qui n'appartient qu'à Eric Zemmour. Vous comprenez ce que je veux dire? L'intelligence fonctionne comme ça. Mais je comprends que des gens qui en soient dénués, qui en sont dénués, on arrive à ce type de conclusion. Je peux tout à fait le comprendre. La seule chose, c'est que voilà, lui, il a rassemblé un très bon intellectuel là, qui avait écrit pour nous un article sur l'école, m'avait dit, un homme brillant, un spécialiste là il travaille sur le platonisme, c'est un mec brillant, il s'appelle Bourrinet, avait écrit à un moment, Éric Zemmour a fait un parfait manuel pour un patriote aujourd'hui. Ben, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Un parfait témoignage pour les historiens. Exact. À venir. Comme disait mon ami Jean-Gérard Lapachéry, qui a publié ce texte donc, sur le cercle Aristote, Éric Zemmour est le dernier des gaullistes. Voilà. Et ce sera pas et pour les historiens, ce sera pas l'un des moindres. Voilà. On va passer aux polémiques qu'on a pu observer sur les crèches à l'approche de Noël, dont la crèche du Conseil général de Vendée. Pour aborder la question plus générale de la laïcité, alors quand on voit cette interdiction de la crèche, en parallèle on peut observer le financement public des mosquées ou le chandelier sur le champ de Mars. Quelle est votre vision de la laïcité et quelle doit être, selon vous, la posture de l'État dans les affaires religieuses? Alors, si vous voulez, c'est un sujet extraordinairement grave, contrairement à ce qu'on croit. Pourquoi? Parce que ça pose la question première qui relie la religion et la politique. La question première du théologico-politique, mis ensemble ça fait théologico-politique, c'est comment faire vivre ensemble des hommes différents. Comment faire société. Même si le terme « faire société » est un terme très moderne, voire très sociologique, vous comprenez que ce ne soit pas un terme que j'aime énormément, mais il y a pire, il y a vivre ensemble. Là, on est dans la lagaferie, là, pour le coup. Le grand problème, c'est quelle est la place. Soit on peut faire une très grande histoire des idées par rapport à ça, comme l'a fait d'ailleurs récemment sur un blog qui devrait être dans les favoris de tous les honnêtes gens en France, qui s'appelle Russe Europe Hypothèse, qui est le blog de Jacques Sapir. Il a fait un article magistral là-dessus, mais ça c'est une des grandes habitudes du personnage. Que nous laissera-t-il à penser? Mais on peut essayer de voir les choses peut-être d'un point de vue peut-être plus terre à terre. Contrairement à ce qu'on peut croire, la laïcité n'est pas inscrite dans le christianisme. La division des ordres est inscrite dans le christianisme. Il y a le spirituel, il y a le temporel. Mais dans la logique chrétienne, le spirituel oriente le temporel. Vous voyez qu'il n'y a pas de séparation. Mais il y a la division qui est le préalable de la séparation, qui n'existe pas dans le judaïsme et qui n'existe surtout pas dans l'islam. En réalité, vu que le Coran, comme d'ailleurs la Torah, est foi et droit à la fois. Or, aujourd'hui, si vous voulez, moi j'ai été élevé par la libre pensée. Et si vous voulez, comme disait Pierre Desproges, l'intégriste catho me débecte, mais le crétin qui fait croix derrière Mère Teresa me débecte tout autant. Parce que les laïcs d'aujourd'hui ne sont pas c'est pas la libre pensée dans laquelle moi j'ai été élevé. Si vous voulez. Enfin, dans laquelle c'était une morale tout aussi forte que la morale religieuse, mais qui formait des hommes debout parce que c'était la morale des athées. Or c'est terrible d'être athée. Parce qu'être athée, c'est croire en la mort. La religion au moins console de ça à titre individuel. Quand vous êtes athée, vous croyez à la mort. C'est-à-dire vous croyez au néant éternel. Il faut une force de caractère pour faire ça. C'est pas des demi-hommes qui font ça. Bon. Et aujourd'hui, est né très récemment d'ailleurs, sous l'effet du courant libéral-libertaire, pour qui toute
toute chose qui distingue les hommes, quelle qu'elle soit, est une menace pour la grande communion dans le rien, qui est la communion technicienne et marchande, la grande communion dans le rien, il faut à tout prix que soit la religion devienne un fait commercial, une sorte de version, disons, cléricale de la Gay Pride, soit combattue. Parce qu'elle ramène un fait d'unité culturelle et non cultuelle, qui pourrait, disons, menacer cette logique de grande communion dans le marché et dans la technique, qui est la communion dans le néant. Si vous voulez, pour être plus précis, la laïcité n'était pas anticulturelle. La laïcité en France vient des milieux protestants et aussi des milieux, disons, des milieux de la libre pensée, donc des milieux, et pour certains d'entre eux, de milieux maçonniques. C'est vrai. Mais également avec un soutien plus que tacite d'une large part du clergé français. Des intellectuels, des jeunes intellectuels chrétiens durs, mais de très haut niveau, comme Jean-François Chemin, sont d'accord avec moi là-dessus. Quelle a été la plus grande menace sur l'autonomie de l'Église de France dans son histoire? L'État français? Non, Rome. Et l'Église de France. Je sais que beaucoup de catholiques vont regarder cette vidéo, vont hurler, etc., mais qu'ils aient au moins qu'ils retournent vers les grands auteurs, vers Daniel Robs, vers tout ça, avant de me cracher la figure. Mais c'est vrai, l'Église de France a toujours cherché la protection de l'État. Ce qui a été la grande tentation de la France, d'avoir son Église à elle comme l'État russe à son Église, qui est la grande Église orthodoxe. Le problème, c'est que, et l'État russe, pour ceux qui connaissent réellement l'histoire de la Russie, le tsarisme a fait souffrir l'Église orthodoxe, comme me le disent mes amis pop, parce que, comme me l'a décerné un grand journal sur Internet, je suis un agent de la Russie, comme chacun sait. Mais avant tout, je suis un ami de l'axe France-Russie, avant tout. Peut-être que c'est ça qui les gêne. Et fondamentalement, si vous voulez, l'État russe a fait souffrir les peuples, mais le roi de France a fait souffrir l'Église. Le roi de France n'a pas déplacé les papes. Qu'est-ce que sont venus faire les papes en Avignon? Guillaume de Nogaret, ça dit quelque chose à quelqu'un? Un grand homme, un grand Français, Guillaume de Nogaret, qui a martelé, c'est le cas de le dire, la souveraineté de la France dans la tête d'un pape, à coup de poing de fer. Le pape en question a mis 5 jours à mourir. Moralité, la souveraineté de la France s'inscrit dans la chair de ses ennemis. La papauté nous a beaucoup moins fait de misère après. Et les actes de prise sur les biens de l'Église, Charles le Chauve en a fait. Jusqu'à Louis XIV, ça s'est fait. Donc si vous voulez, de dire la grande méchante République a fait beaucoup de mal à la religion chrétienne, à l'Église, c'est vrai et faux. Elle a repris beaucoup d'us et coutumes de la monarchie. Or, si vous voulez, la seule chose que la chrétienté, à certains moments, dans les églises civiles, comme dans les élites, comme dans les élites civiles, comme dans les élites religieuses, il y a en France la tentation du gallicanisme, que pour ma part, je regrette beaucoup. Parce que je l'avoue, hein, je suis plus gallican que laïque. Mais la laïcité n'était pas anticulturelle. Remettez-vous dans les débats de 1905. Les hommes s'affrontent avec du droit canon, et ça même des prêtres tridentins intelligents l'ont avoué devant moi. Les hommes s'affrontent avec du droit canon maîtrisé sur le bout des doigts. Et qui joue l'équilibre entre les ultras de la laïcité et les Vendéens un peu durs?
c'est Jaurès. Voilà. Il y a eu des hommes qui, pendant la loi de 1905, ont été le camp des politiques, le camp à la Jean Bodin. C'était Jaurès et Clémenceau pour l'affaire de la laïcité. Mais jamais ces hommes-là, qui étaient pétris de culture, Jaurès, il avait fait 2 thèses en latin. Ça va. La haine, comme ça, à longueur les monceaux de mensonges que chacun se balance à la figure. À la fin, il n'y a que l'histoire de France qu'en pâtit. Jamais ces hommes-là n'auraient voulu une laïcité anticulturelle, qui a l'air d'ailleurs très 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 attachée à la personne de M. Payon. Nous parlons 2 minutes de M. Payon. En réalité, M. Payon, il y a une chose qui n'est pas dite dans son CV. Comme vous le savez peut-être, il a fait sa thèse sur Jaurès. Thèse que j'ai feuilletée, dont j'ai lu certains passages. Je ne l'ai pas tenue en entier, je le reconnais. Parce que, avant tout, elle est un portrait très grossier de sa propre personne à travers Jaurès, et pour moi, c'est quasiment de la nécrophilie. Donc, j'évite ce genre de choses. Mais surtout, il voulait être dirigé par le plus grand philosophe catholique depuis la guerre, qui est Pierre Magnard, qui a quand même dirigé près de 200 thèses, qui est un très grand penseur catholique. Et catholique dur, hein. Pour lui, il n'y a d'humanisme que chrétien, etc. Pierre est un de mes amis proches. Et il a quand même fait 30 ans de Sorbonne, 25 ans de Normal Sup, comme enseignant. Et le seul étudiant auquel il a refusé de diriger sa thèse, c'est Vincent Payon. Pourquoi ? Parce qu'il le trouvait, et je cite, tordu. Or, en réalité, Payon, on pense qu'il veut faire de la laïcité, une religion, etc. Oui, ça vient d'une idiosacrasie. Tout le monde pense qu'il est le porte-parole de certaines sociétés et de la maçonnerie. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Comme l'abbé de Tanoir a dû vous le dire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il est avant tout le représentant, je pense, d'un esprit quelque peu torturé, qui veut une sorte de droit de l'homisme culturel intégral, qui est une sorte de gloubi-boulga dans lequel tout le monde peut s'assimiler, comme ça la question de l'insécurité culturelle qui ressort à travers les débats sur la laïcité, ne sera plus posée. Donc, si vous voulez, je pense que ce genre d'excité doit être mis en dehors de ce type de débat. Parce que, premièrement, ça dessert la cause latine, la cause laïque, mais ça dessert... Si vous voulez, on ne va pas faire un débat entre un intégriste cinglé qui demande une théocratie en France, de quelque obédience qu'il soit, alors que la théocratie n'a jamais eu lieu, fût-elle chrétienne, en France, et Vincent Payon. Nous sommes au seuil d'heures extrêmement difficiles pour notre pays. Alors essayons d'écarter les excités, si ça ne vous dérange pas. Donc, une fois ces gens-là écartés, qu'est-ce qui reste ? Il reste 3 possibilités. Soit on fait respecter la loi de 1905, et donc on rend, parce que la laïcité est une marque d'une exigence républicaine qui est la différence entre le public et le privé. Et on rend à la religion sa sphère privée, mais pour ça il faut compenser par une très forte religion civique, un patriotisme très fort et très ardent. Sinon la nature a horreur du vide. La seule chose, c'est que je pense que de vouloir prendre l'appartenance religieuse, aujourd'hui menacée, par exemple celle des chrétiens en France, et de vouloir le porter comme étendard identitaire, c'est détruire le christianisme. Je le pense sincèrement. Parce que ça en fait un effet de catho-pride. Ou de... vous voyez, ça fait... voilà, je suis ma petite différence. Alors qu'en même temps, la transmission du savoir chrétien se perd. En tant qu'historien des idées politiques, je le vois. Combien de jeunes catholiques savent qui est Ozanam ? Combien connaissent encore, ne serait-ce que... Si je vous dis « Ô mort, où est ta victoire ?» C'est de qui ? C'est de Bossuet.
Je préférerais, si vous voulez, que, au lieu de s'affronter, on puisse au moins faire du lien religieux, du lien de foi, un des succès d'année, enfin un des soutiens du lien national et social. Premièrement, ça c'est une des possibilités que nous avons. Mais pour ça, eh bien, il va falloir que l'UMP et le Parti Socialiste renoncent à une partie de leur clientèle. Parce que ça veut dire que le financement public des mosquées, on arrête, que la rue Mira, on ferme. C'est simple, hein. Vous demandez, moi je connais un petit peu l'Algérie, vous demandez aux Algériens, ils disent nous on envoie les canons à eau tout de suite. Ça va plus vite. Hein. Essayez de bloquer une rue à Marrakech, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, comme on le fait rue Mira, vous allez voir. Ça va être autre chose. Donc si vous voulez, je comprends en plus l'arrivée de l'islam effraie beaucoup de gens. Donc je comprends que la question de la laïcité soit reposée. Mais je pense qu'on la pose mal. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons eu des guerres de religion en France. Nous en avons eu. Et que ceux qui ont répondu, c'est le fameux camp des politiques. J'y reviens, c'est Jean Bodin. Et c'est pas par la laïcité qu'on a répondu en premier. C'est par la souveraineté. Or, par la puissance de l'État, par la souveraineté, nous pouvons briser les groupes, quels qu'ils soient, qui menacent, en leur nom ou au nom de puissances étrangères, le fait de vivre fraternellement en France. Or, ça c'est la première solution. Toutes les solutions seront portées par un surcroît de souveraineté. Mais soit on maintient la laïcité telle qu'elle est, on l'applique telle qu'elle est. Parce que là, elle n'est pas appliquée. Quand on me dit les constructions de mosquées, mais par contre on attaque les crèches, ça c'est pas la loi de 1905, ça. C'est les amis de M. Valls. Et les amis d'une bonne partie de l'UMP aussi, hein, qui se cachent, mais qui en pensent pas moins. Et une part de laïcs paumés, parce qu'il y a des, vous savez, il y a des causes, et il y a les paumés des causes. Hein, et il y a ceux qui reviennent des épopées napoléoniennes, qui reconnaissent plus rien, la colonel Chabert, etc. Vous avez des gens qui sont un peu les perdus d'une cause qui s'est en allée. Mais vous avez des paumés de la laïcité. C'est les laïcards bien cons, excusez-moi du terme, comme les deux là qui ont attaqué la crèche. Ils voient pas la différence entre cultuel et culturel. Alors, ils se défendent en disant « les racines de la France ne sont pas que chrétiennes ». C'est tout à fait vrai. Il y a l'âme celte, il y a le droit romain, il y a évidemment la Grèce, qui pour moi sont nos racines les plus profondes, plus que le christianisme auquel, vous le savez, je ne suis pas rattaché, comme à aucun des trois monothéismes d'ailleurs, mais c'est la religion de nos pères. Quand bien même, et ne serait-ce que par piété filiale, mais en tout cas c'est comme ça que je le prends, je respecte l'héritage chrétien. Donc touche pas à ma crèche. Point barre. Et d'ailleurs, tu t'attaques à une crèche. J'aimerais bien te voir t'attaquer à 2-3 autres trucs. On rigolerait bien qui rigolerait le dernier. Parce que rue Mirage, je les ai pas vus ces mecs-là. Hein. Vu qu'il y en a un qui s'est fait les... Je sais pas si vous les avez vus, les deux intellos, là. Il y en a un qui s'est fait les pattes à la Jules Ferry. Il les a jusque-là. Rue Mira, il aurait pas fait tout à fait couleur locale. Mais si vous voulez, soit on applique la laïcité, soit on laisse les religions se mettre sur la place publique, comme aux États-Unis, et donc elles deviennent... Qu'est-ce qu'elles deviennent ? C'est quoi juridiquement une religion aux États-Unis ? C'est une association. Donc si vous voulez, ça devient un marché. Et là, il y a un marché du religieux qui se met en France. Et là, pour le coup, on y perdra tous. Hein. On y perdra tous. Parce que là, pour le coup, ça va défigurer le judaïsme, ça va défigurer le christianisme, et ça va faire du téléévangélisme à la con, là. Excusez-moi, parce que pour moi, ça, c'est pas de la religion, ça. Hein. Pour moi, c'est pas de la religion, ça, c'est du business
c'est du business à soutane. C'est autre chose. Bon. Ou alors, il y a une autre solution qui est soit ce qu'on pourrait appeler du... Jacques Sapir a raison quand il dit que le débat laïcité ouverte, laïcité fermée est stupide. Il y a le principe et il y a ses applications. C'est-à-dire, soit on fait, disons, une laïcité qui préserve la racine culturelle première, qui est la racine chrétienne, à l'image de la Russie. Vous avez, je crois, 5 religions officielles en Russie. Mais il y a une prééminence de l'Église orthodoxe. Donc il pourrait avoir une prééminence de l'Église catholique. Encore faudrait-il que l'Église catholique l'accepte, et qu'elle reconnaisse que certains courants issus de son sein nous ont fait beaucoup de mal. Les chrétiens de gauche, par exemple. M. Delors et compagnie. Par exemple, si le procès au Vatican de Robert Schuman s'arrêtait, ce serait un bon signe. Robert Schuman, qui je le rappelle, était ministre du gouvernement Pétain, et ensuite qui est passé directement à la CIA. Et qui est un traître, au passage. L'ami de M. Monet, sur lequel j'ai écrit quelques pages. Il faudrait que l'Église de France le veuille. Mais la prééminence culturelle du christianisme peut être reconnue. Ça aussi, c'est sur la table à une condition. Ces 3 solutions-là, on peut même en ajouter une 4e qui aurait mon cœur, mais elle ne se fera pas, parce qu'il faudrait des hommes d'État, faudrait pas El Cordito, quoi. Faudrait pas Manuel Valls, quoi. Qui est un retour gallican. Et ça, bon, bien dommage. Vous pouvez développer justement sur ce... si vous voulez, la religion, les religions étant des affaires politiques, elles sont en partie affaires d'État, avec un droit de regard de l'État. Donc, si vous voulez, moi, ça aurait... Je comprends que les croyants n'en veulent pas, je le comprends tout à fait, mais alors que les croyants fassent tous, je dis bien tous, la police chez eux. Sinon, ça nous sera à nous de le faire. Parce que je remercie lourdement la démocratie chrétienne de m'avoir donné l'Union européenne, avec l'aval et l'entremise du Vatican. Je remercie très lourdement les religions, disons, minoritaires en France de nous donner leurs extrémistes. Merci bien. Donc que les croyants, s'ils veulent pas que l'État se mêle de leurs affaires, mais qu'ils évitent qu'on ait à déblayer. C'est tout. Alors, à titre personnel, je préférerais que l'autorité souveraine de la France retrouve un support aussi spirituel, comme il se fait d'ailleurs dans certaines religions. Mais d'un côté, si vous voulez, il faut bien comprendre que moi je suis très proche des religions d'Orient. Donc si vous voulez, par exemple, si vous voulez, la plupart des États asiatiques vivent un gallicanisme sans même le savoir, sans même avoir le mot. Et au Cambodge, la religion du peuple, c'est la religion du roi. Le roi change de religion, le peuple change de religion. Terminé. Ce sont des manières de penser assez proches de la mienne. Donc je peux tout à fait comprendre que les croyants ici hurlent, mais alors, moi je veux bien. Je vous l'ai dit, pour moi c'est pas faisable. Ça aurait mon cœur, mais ça n'est pas faisable. Par contre, que les croyants fassent le ménage chez eux, s'ils veulent pas que l'État aille à le faire.